François, bon, les carnets, je prends mon petit micro des confidences, parce que si je parle plus près, c'est des choses là qu'on macère à l'intérieur de soi, dans les voies intérieures, mais les projeter, les lancer à l'extérieur, on n'ose pas. Alors dans ma tête, c'est un truc qui s'appellerait géographie des garages. Il n'y en a pas tant que ça, des garages. Mais à chaque fois que j'ai rencontré un gars là, dans le milieu, là, écriture, art, etc., dont l'enfance avait pu être dans un garage, on partage des... Qu'est-ce que c'est ? C'est l'endroit où c'est immobile, mais youp-là, c'est fait pour partir, pour aller rouler, s'en aller. Alors évidemment, c'est des mythologies qui sont probablement mieux compatibles avec... Attends, faut que je baisse un peu le casque, parce que il m'embête un peu, là. Il me larcène dans les oreilles. Alors évidemment, c'est des mythologies qui sont, prenez l'usage du monde de Nicolas Bouvier, qui sont plus liées justement à cette grande épopée de l'automobile qui commence dans les années 1910-1920, voire Marcel Proust, et puis regardez ensuite l'Alfa Romeo de Blaise Cendrars, et puis ainsi de suite, ce tissu des nationales, des guides Michelin, ces grandes traversées Paris-Pékin et tout ça, et puis maintenant, évidemment, on sait que ne serait-ce que l'énergie fossile et tout ça, on apprend à réfléchir autrement, mais c'était aussi toute une sorte de conquête mécanique, le progrès des outils, le progrès des moteurs. Mon grand-père, j'ai retrouvé un buvard qu'ils avaient fait pour faire de la publicité dans les années 1925. Et il s'appelait motoriste, et le travail du motoriste, ça incluait évidemment aller vendre une voiture. La première, c'était au vétérinaire, et puis ensuite c'était installer les premiers moteurs sur les bateaux, les bachots à moules qui se traballaient avec des voiles sur le port de l'Aiguillon-sur-Mer, et puis ensuite les gros treuils qu'on mettait à l'arrière, qu'on emmenait faire réviser chez Fumolo à la Ville-en-Bois à La Rochelle, et puis les pompes dans le Marais, l'usage des pompes, et puis ensuite l'entretien même le dimanche matin de ces grosses pelles de la vallée du lait qui pompaient la vase pour faire des digues. Bon, c'est le contexte de mon enfance. Puis le motoriste, c'est aussi celui qui allait chercher les Maccabées à l'hôpital de Luçon en les ramenant comme s'ils n'étaient pas morts, parce que si on les déclarait morts chez eux, ça simplifiait quand même les formalités. Puis celui qui faisait l'auto-école dans la voiture de la personne qui voulait se doter du permis de conduire. Donc tout ça, c'est venu jusqu'à moi. J'ai vu la bascule se faire. Alors c'était en 6e. Donc on est passé du petit village de Vendée, le garage fondé par le grand-père, et puis qui avait connu son ascension. Oui, parce qu'il y avait eu la prolifération des 2 chevaux et des 2 chevaux camionnettes, et puis il y avait aussi les camions, les Citroën 23. Il y avait une grosse laiterie à Saint-Michel-en-Lerme. Il lui fallait une flotte de Citroën 23 pour aller collecter tout ça dans les fermes, et on a accédé à cette petite ville qui était déjà nettement plus importante. Il y avait un collège, lycée, il y avait une usine de socs de charrue à l'époque. Maintenant, elle fabrique des bouteilles de gaz. Enfin, je suppose, si elle existe encore. Mais moi, j'appelle ça, là, dans un ensemble de petits textes là, que je collecte depuis une vingtaine d'années, Civray, ville complète. Et c'est là où ça commence. Déjà, par exemple, là, un ami qui me répond, parce que l'autre jour, j'en parlais à propos de ce passage sur l'arrière du garage sur lequel donnait l'issue de secours du cinéma, avec dans la semaine ou le lundi ils ouvraient pour aérer, on voyait ce truc très mystérieux, des fauteuils rouges devant un écran muet, puis surtout le dimanche avec le film qui passait 3 fois ou 4 fois de suite avec mon frangin, on passait en vélo, on s'arrêtait, puis donc uniquement par la bande son, l'image là, qui se... Est-ce que ça se refaisait en tant qu'image, ou est-ce que ça se refaisait en tant qu'histoire portée par le son et les ambiances, les musiques? Et moi, j'ai jamais pu finalement accéder vraiment au cinéma, sinon par ce souvenir-là. Et cet ami me dit, mais j'aimerais bien que tu nous en montres des images.
Ben ouais, c'est 1 heure et demie de voiture, donc il faudrait partir très tôt le matin. Forcément, je le ferai. Je le ferai, mais quand je regarde sur Google Street View, est-ce que j'ai une expérience différente? Donc, il y avait une place carrée au centre du village, en l'angle opposé. C'était une très belle église romane. J'ai beaucoup regardé. Il y avait des jeux sur les différents coloris de la pierre. Il y avait le Café de la Paix, grande institution. Salut l'ami Étienne. Et puis, il y avait 2 pharmacies. Je me rappelle plus trop les noms. Une, ça s'appelait Koufi, l'autre, je sais plus. Et puis là, une suite de commerçants. Donc il y avait l'horloger bijoutier, les alliances, les montres. Il s'appelait Loget. Il y avait Chauveau, l'électroménager. Dans la rue du Commerce, il y avait Champ d'Ernagor, la quincaillerie à côté de Gazonneau, la droguerie de Pantaléon, les revêtements de sol, le linoléum, oulala, pour un peu, je saurais presque plus le prolonger. Il y avait Gardès, les vêtements qu'on se faisait couper pour soi-même. À chaque rentrée scolaire, on allait s'acheter un pantalon neuf chez Gardès qu'on porterait en alternance avec le pantalon de l'année précédente, auquel on aurait lâché le mot un petit peu lourlé. Il y avait Bailey, cette petite librairie papeterie, elle avait droit de citer, et mon premier globe terrestre, mon premier microscope et mon premier dictionnaire Petit Robert, ça venait de chez Bailey. C'était pourtant tout petit, mais puis rue du Commerce, il y en avait même encore une autre librairie papeterie. Et à chaque fois que j'y vais, j'ai beaucoup de répertoires là, de photos. Ce que tu vois, c'est les vitrines fermées, les choses abandonnées. Donc, si on montre la mort là aujourd'hui, est-ce que ça te donne un poids supplémentaire au souvenir d'enfance ? Et est-ce que justement tu ne transformes pas en ruine, abandon, tristesse, ce qui à l'époque était une espèce de grouillement vie avec une complexité sociale énorme. C'est-à-dire que tous ces commerçants vivaient sur tout d'un coup cette vague là, de l'équipement ménager, automobile y compris, le break à Mi-6, et sans quoi j'aurais jamais pu même avoir la liberté là, de construire une vie en tant qu'auteur. C'est des zones qui sont pour moi étranges. Et puis à côté, parce qu'il y avait aussi un monde rural qui vivait dans l'opulence, certainement pas. Mais quand tu vois aujourd'hui sur l'autoroute que tu as la vallée des reptiles, ou tu as, je sais plus quoi, la vallée des singes, et puis tu as aussi un autre. Alors tu peux aller voir les singes un jour, puis les reptiles le lendemain, puis finir au Futuroscope le 3e jour. Voilà ce qu'on fait, l'immobilier. Alors évidemment, par exemple, dans Civray, ce qui est génial, c'est que maintenant, il y a des épiceries anglaises et des magasins anglais, parce que tellement ça ralentit avec le Brexit, évidemment, mais dans les hameaux, des tas de ces fermes laissées à l'abandon, parce que les gens partaient vivre à Poitiers, partaient vivre à Paris. C'est ce que j'ai fait aussi. C'est une espèce collège, tu passes du village de Vendée à la petite ville complète du sud de la Vienne. Terminale, tu accèdes à Poitiers, la préfecture, et puis ensuite c'est l'école d'ingénieurs, tu passes à Bordeaux, puis Angers, donc des métropoles régionales, et puis quand il s'agit de trouver du boulot, tu montes à Paris. Donc cette reconfiguration géographique. Alors, géographie du garage, parce que c'est un monde très compliqué, parce que aussi cette hiérarchie sociale. Les ouvriers là depuis longtemps, ceux qui sont depuis pas très longtemps, et puis les histoires que chacun peut amener avec lui, et ceux qui ont fonction d'encadrer, qui sont pris eux-mêmes parmi ce monde ouvrier, mais qui deviennent contremaîtres. Donc tu changes la couleur de la blouse, et puis ça, je garde leur nom, tous leurs noms défilent ici, et puis ceux qui ont fonction, Madame Berger la comptabilité, avec Monsieur No, et puis ainsi de suite, Et la place d'un enfant là-dedans, elle n'est pas du tout évidente. Alors nous, on habitait
Au-dessus, dans cet ancien porche de diligence, là, très étroit, avec un grand portail, quand on se jetait là, on patin à roulette, au dernier moment, tu fais demi-tour et tu te colles dans l'épaule, mais on avait une sorte de piste d'accélération, c'était formidable. Et au-dessus, donc il y avait cet appartement qui était au premier étage, qui donnait sur la place, ça veut dire qu'il donne aussi sur les cérémonies, le 14 juillet, mais surtout la Toussaint, sonnerie aux morts, le 8 mai, anniversaire de la libération, 11 novembre, non, pas tout ça, 11 novembre. Et le mardi c'était le marché. Alors un mardi marché, le mardi suivant, on appelait ça foire, c'est-à-dire il y en avait un sur deux qui était un peu plus gros, qui débordait, il y avait des vieilles halles très belles, qui ont été démolies depuis longtemps. Et pour moi, quand je repasse dans cette petite ville, qui est toujours une petite ville, c'est plutôt ce remodelage en cassant ce qu'il pouvait y avoir de clos. Par exemple, la cour du lycée était close, le réfectoire, le préau, les salles. Derrière, tu descendais un escalier qui descendait d'un demi-étage, tombait sur une espèce de cour où ils avaient mis des préfabriqués paillerons. Ça donnait là sur l'arrière de la salle des fêtes et la mairie, et si tu traversais, tu allais dans le lycée professionnel où on avait des exercices. Alors par exemple, le premier trimestre, tu fabriquais un canard à la lime dans du contreplaqué, puis le deuxième trimestre, dessinais un canard et le découpait à la lime, mais dans de la tôle. C'était pas très programme de seconde en savoir scientifique, on apprenait ce que c'était que le va-et-vient électrique, et puis comment fonctionnait une sonnette à une porte d'entrée. On revient de loin, c'est pas qu'on revient de loin, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de lenteur, et pourtant quelque chose se reproduisait, cette complexité-là, avec quelques anciens, là, on en reparle quelquefois de ce bouleversement de monde. C'est-à-dire qu'évidemment, tu as toujours l'impression, mais c'est peut-être à chaque époque que ça a plus changé là, en 20 ou 30 ans, que là où toi tu étais dans ton enfance, ça avait pu changer disons depuis le milieu du 19e siècle. C'est pas ce genre de choses que je voulais évoquer. Sinon, quand on a pris possession de cet appartement, c'était très étrange, parce que c'était vieux, c'était plein de recoins, le chiotte était dans la cuisine, sinon, de toute façon, il aurait fallu descendre au chiotte qui était en bas dans le garage, mais enfin, c'était quand même des choses assez bizarres. Il n'y avait pas de salle de bain, sinon un tout petit recoin en vitre, en verre dépoli, dans une espèce d'arrière-pièce où les parents voulaient bien dormir. Et ensuite, évidemment, ça a été s'acheter là en bordure du village, une de ces espèces de maisons années 70 avec le garage au rez-de-chaussée, et puis à l'étage la cuisine, le salon. Enfin, bon, c'est une vie à la fois modeste, et tu as l'impression que c'est ces couches modestes qui ont peut-être pris les plus gros coups de bulldozer. Et quand tu passes devant justement chacun de ces endroits, tu te dis non, la lecture que j'en fais aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec la complexité, enfin l'espèce d'écosystème qui pouvait être là avant cette espèce d'insufflation générale de tout ça. Et pour accéder donc de cette entrée de garage avec le pont élévateur, le magasin de pièces détachées, et puis au fond donc l'atelier mécanique, même si tout ça c'était un tout petit timbre-poste, eh bien c'était une vieille tour. Le patelin est très ancien, il y a une rue Louis XIII, parce que soi-disant Louis XIII y a couché, donc on montrait la maison où Louis XIII avait couché. Il y avait encore ces vieilles portes avec des ogives, des petits bouts de rouelles, des passages derrière la rue du Commerce, et puis tout ça centré évidemment par la Charente, une espèce d'île, un jeu de double pont là sur l'île, puis un autre grand pont sur ce qu'on appelait la route de Ruffec. On l'appelait le Grand Pont. T'es passé par où ? Je passais par le Grand Pont. C'est-à-dire que même du point de vue architectural, sous l'espèce de château, on appelait toujours ça le château, mais rien qu'une espèce de monticule avec de la broussaille, mais tu faisais quelques kilomètres, t'avais des grottes avec des ornements
préhistoriques, des objets préhistoriques on savait où ils étaient, on était allé les voir. Donc il y avait une espèce de prégnance comme ça de la longue histoire, y compris donc avoir chez soi pour accéder à l'appartement, l'obligation de passer par une ancienne tour du XIIIe siècle. Ouais, mais là, si tu vas à Melle ou des choses comme ça, une fois c'était comme ça, c'était la Biennale de Melle, je crois que c'était en 2011, où tout d'un coup, je grimpe, alors il y avait une espèce de performance artistique, Dominique Trucot avait organisé ça, dans le tribunal d'instance à Melle dans les Deux-Sèvres, t'imagines? Mais je me retrouve à grimper dans cet escalier en spirale, aux marches un petit peu en éventail, déformées, des marches en pierre, et dans l'épaisseur du mur là, de 80 cm, des espèces de petits rebords pour s'asseoir avec la pierre qui avait été arrondie, et tout d'un coup, le bruit... C'est pas de bruit, c'est le silence, plutôt la qualité de silence, la qualité d'air, c'est ce qui chauffe là par les toutes petites fenêtres, quand la pierre elle-même à l'été s'est réchauffée, cette impression d'isolement, de monter en tournant dans les grands murs, tout d'un coup, 2011, et tu revenais à 1965. Et là, dans cette 45 ans en retard, bon, évidemment, c'est des expériences. Quand tu as lu Proust, pas toute ma vie, justement, je l'ai lu plus tardivement que ça. J'aurais pas pu lire Proust très tôt, mais on sait les analyser. En soi, c'est le début du temps retrouvé. Donc une tour avec l'intérieur, moi je me souviens plutôt humide, un peu sombre, un peu froid. Et donc on grimpe là il y avait une porte qui donnait sur le porche du garage par l'intérieur, derrière le grand portail à double battant avec sa petite porte incluse avec hop là, il fallait baisser la tête pour passer. Et là on arrivait à ce qu'on appelait le vestibule. Bon, tu laissais les godasses et tout ça, et tu arrivais directement dans la cuisine qui était sur l'arrière, et puis ce séjour, on avait mis la télé là, sur la cheminée qui donnait sur la place du village. Et puis, là c'était de la 6e, donc je dirais la en seconde, mai 68. On y était encore, je me revois mai 68, où là, les usines qui étaient descendues sur la place des notables avec les drapeaux rouges, et tous les commerçants autour avaient fermé le rideau de fer. Donc toutes ces choses-là, ça reste alors que pour nous c'était des grandes vacances avec kayak sur la Charente cette année-là. Disons que l'accès à la politique, aux politiques, disons comme ça pour que ce soit plus noble, il s'est fait 2 ans plus tard en terminale avec Jean Arnaud, Raymond Bosier et ces initiateurs-là. Et au-dessus, c'était une grande vieille charpente, il y avait de la toile d'araignée. Il y a cette espèce d'odeur là, de renfermé, parce qu'on ne devait pas nettoyer tous les jours. Et ça nous servait de réserve de pièces détachées. Les ailes de 2 chevaux, l'aile de 2 chevaux gauche, l'aile de 2 chevaux droite. Il fallait évidemment plusieurs modèles, parce que même là maintenant, moi je vois une 2 chevaux, une Amicis ou une Diane. C'est-à-dire, ça c'est modèle telle année, ça c'est modèle telle année. Pareil pour les DS, les ID19, les phares, la forme des phares changeait. Il y avait les gros châssis, là, parce que si la voiture était pliée, tu recomposais tout depuis le châssis. C'était plutôt les éléments de carrosserie, les éléments lourds, moteurs et tout ça. Évidemment, tu n'allais pas les monter là au 2e étage pour les stocker. Il y avait l'endroit où il y avait les pare-brises et les vitres. Et toi, puisque évidemment, on bossait aussi dans le garage en tant que gamin. Ça nous occupait aussi déjà. Et donc, tu avais les références, vitres. Tu connaissais le nom de code là, de chacune de ces références. Et ce grenier, là, il y avait, par exemple, c'est là où il y avait des vieilles archives là, de l'ancien propriétaire du garage, des vieux livres de comptabilité. Alors, ce sont des registres toilés. J'ai encore dans les mains cette espèce de grumelage, l'épaisseur, et à la fin il y avait toujours des pages blanches. Donc si j'ouvrais tête bêche là, le grand registre, je me les appropriais, et c'est là où on commençait les expériences d'écriture, tout simplement. Alors est-ce que c'était là dans ce grenier? Je me souviens d'une vieille banquette de 2 chevaux qui était posée là, siège arrière, en attendant, c'était de la récup, quoi.
Et donc je me souviens, lire des livres, on avait mis dans l'appartement, il était trop petit. Donc on avait des livres à la maison. Par exemple, les anciens livres de prix de ma mère à l'école normale d'institutrice de Luçon. Elle est née en 1931. Donc Luçon, c'était justement en plein là, pendant la guerre et jusqu'en 1950 où il y a eu le mariage avec mon père en 52. Voilà, donc à ce moment-là, c'était son premier poste d'instit en 1950. Donc c'est, je dirais, de 42 à 48, quoi. Et les prix, à l'époque, c'était des volumes rouges avec des illustrations gravées. J'en ai encore. C'était mes premiers Dickens, moi, Anna Karénine. Donc la littérature te venait là comme une espèce de miracle. Et elle venait parce que tu étais assis sur cette banquette là, dans les heures très lentes là, du grenier, avec les bruits du garage, là, de 2 étages en dessous. Et si tu montais, là encore, un demi-étage par la tour, c'est-à-dire premier étage, elle donne sur l'appartement, deuxième étage, elle donne sur ce grenier, et tu grimpais, et là, c'était très étroit. Il y avait une espèce de petite porte qui fermait avec un tout petit crochet pour les courants d'air, et tu accédais à cette espèce de chapeau conique, avec une lucarne donnant sur la place, mais là tu la voyais, disons, de 2 étages et demi. Et donc, par exemple, quand c'était le marché, il y avait une tradition, c'est que les gens, évidemment, tout le canton, de tous les hameaux environnants, je pense encore même que ça continue, il y a une espèce de déambulation, non pas circulaire, puisque c'était carré, mais on fait le tour de la place. Et toujours, en gros, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et dans cette déambulation, évidemment, selon qui tu rencontres, tu t'arrêtes un temps et tu es doublé, se refont des conversations, c'est-à-dire que même si tout le monde tourne lentement dans le même sens, tu arrives à rencontrer des tas de gens autant que si tu marchais en sens contraire. Mais on ne le fait pas en sens contraire. Et cette espèce de mouvement lent, circulaire, quand t'es gamin, tu regardes ça d'en haut, surtout venant du petit village de Vendée, où de toute façon tu connais tout le monde, et puis si on doit aller quelque part, c'est aller au Sables d'Olonne, à Luçon, à La Rochelle, mais c'était pas sur le village lui-même. Donc c'est là où il y avait cette bascule, et j'entendais les conversations aussi, même tout en bas de cette tour, donc il y avait, hop, ça monte au premier étage vers l'appartement, mais là, si tu redescendais de 4 marches, à droite, tu avais une vieille porte avec du gros bois clouté, donc qui devait remonter justement au XIIIe siècle, gros verrou qu'on n'ouvrait jamais, mais tu entendais les conversations de la rue, juste de l'autre côté du truc. Pour un gamin, c'est très, très curieux. Et puis là, il y avait une espèce de boyau qui devait remonter à cette époque-là, voûté en ogive, et qui nous servait, nous, à stocker les bidons d'huile en tare, et puis les bassines d'huile de vidange, évacuation vers le fin, les batteries, et tous ces machins-là, puisque c'était à température et isotherme. Et dans ce petit chapeau de la tour, là c'est justement peut-être l'odeur qui reste, cette qualité de lumière, de voir l'église par-dessus les vieux platanes qui évidemment étaient déplumés l'hiver et qui se remplumaient au printemps. Et donc tu voyais l'église au bout, tu voyais juste les toits, la trouée verte de la rivière. Et là, on était assis par terre, c'était tellement petit, à peine ça tiendrait. Là. Oh, allez, hop, je joue un petit peu, mais c'était vraiment un tout petit pignon conique. Évidemment, c'était mon frère et moi où on avait accès tous les deux. Je me souviens plus trop des activités de mon frangin. Il faudrait que ce soit lui qui raconte. Mais pour moi, je savais que c'était mes lieux où justement j'emmenais ces registres. Et est-ce que c'était emmener lire ? Non, lire, c'était plutôt dans le grenier. Ces endroits, c'est séparé comme ça très tôt, disons en 5e, en 4e, aussi parce que je connaissais pas grand monde, même dans les classes et tout ça. Ce fait que le lieu de l'écriture, petite banquette de 2 chevaux avec les empilements de livres dans ce grenier aux éléments de carrosserie, et emmener les registres là-haut. Qu'est-ce qu'on fabriquait ? On attendait, on regardait,
mais l'écriture en elle-même devenait une activité dans ce truc-là. Alors, ce qui me reste, ça, bon, c'est pas plus, c'est à se dire, si je vais sur Google Earth, je cherche Civray dans la Vienne, à côté de chez nous, il y avait une espèce d'épicerie, prise unique ou un machin comme ça, et ben une Coop, voilà, ça s'appelait la Coop à l'époque. Je crois que maintenant ça a été racheté par d'autres machins, mais maintenant c'est eux là, qui ont glissé sur le garage pour avoir l'ouverture intérieure. Et la tour, alors qui habite sur ce premier étage? Est-ce que seulement c'est utilisé pour leur comptabilité? Peut-être, mais certainement le grenier au-dessus, ils l'utilisent pas. Mais la tour, elle est restée. Alors peut-être que c'est pour ça aussi, pour moi, il y a un livre qui évidemment m'a énormément poussé du dedans, Le Golem de Mehring. Vous savez qu'au moment le plus crucial du Golem, en passant par les caves là, dans le ghetto de Prague, on débouche par une trappe dans une petite pièce entièrement vide, sinon quelques vieilles fringues qui sont... Et pour le ghetto, il y a cette légende que si une silhouette apparaît à telle fenêtre, une fenêtre dont on ne connaît pas d'autre accès, à ce moment-là, c'est présage et signe de malheur pour la communauté. Bon, je ne connaissais pas Mehring à l'époque, mais je connaissais Jules Verne, je connaissais le Grand Monde, etc. La littérature, puis Dickens, bientôt Balzac aussi. Balzac a commencé, première lecture d'Illusions perdues et de La peau de chagrin, c'est là, dans l'appartement, pas le grenier. Ça, c'était des livres officiels, et on pouvait les lire là... Dans l'appartement lui-même, le petit coin qui nous était dévolu à chacun des gamins. Enfin, en tout cas, pour moi, ce lien à la lecture. Et cet accès au truc des tours, ça correspond aussi à ce que j'en ai rêvé très longtemps. Par exemple, des rêves où, si mon père, voilà, quelle symbolique très primaire, si mon père essayait d'accéder à cette tour, et il n'arrivait pas à passer le tout petit escalier de meunier là, qui menait à cette espèce de chapeau tout en haut. Donc c'était lieu interdit au père. Je suppose qu'il devait forcément y jeter un œil de temps en temps, voir quelle connerie on faisait là-haut, mais globalement, non, c'est un lieu qui n'existait pas. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est encore un lieu qui n'existe pas. C'est-à-dire, si je passe sur Google Street View, il suffit d'aller Civray dans la Vienne, taper, retrouver la place centrale, et puis là, on retrouve là, tous les magasins, tous les trucs comme ça, beaucoup de choses maintenant, des kinésithérapeutes, des matériels les déambulateurs et tous ces machins-là, c'est ce vieillissement rural, c'est terrible. Et la tour, elle est toujours là. Elle a vaguement été repeinte, puisque l'épicerie en bas, il faut qu'elle soit un peu pimpante. Et puis tout en haut, tu vois cette espèce de chapeau avec sa petite fenêtre. Qui a regardé par cette fenêtre? Alors, qu'est-ce que je pourrais photographier? C'est-à-dire aller là-bas, demander l'autorisation de monter, retrouver la pièce vide. Est-ce que filmer aurait de l'intérêt? 60 ans de distance, j'en sais rien. Et c'est toujours ce qui reste ensuite dans la tête. Il n'y aurait pas eu cette tour et ce petit chapeau en haut de la tour quand toi c'était de la 5e jusqu'à la seconde première. Est-ce que tu aurais eu ce même rapport à la lecture-écriture? Qu'est-ce que tu as conservé de ta tour qui t'a accompagné là, jusque dans cette période-là maintenant des 70 balais où tu vois là la route qui s'en va vers l'horizon? Tu emmènes quoi avec toi? Sinon, ce petit chapeau conique.